chers auditeurs, et bienvenue à cette nouvelle balado en forme. J'espère que tout le monde va bien. Je suis en compagnie évidemment de Greg Langto, mon acolyte et co-animateur pour tous ces épisodes des différentes balados en forme. Et aujourd'hui, notre invité, Pat Côté. Salut Pat! Hey, salut vous deux, ça va bien? Ouais, ça va Ça va super bien, bien. Écoute, toi? il y a plein de beaux sujets qu'on veut aborder avec toi parce que récemment, oui, tu as publié ton deuxième livre. Évidemment, on va en parler. Aussi, retour sur ta carrière UFC versus ta carrière télé. On va parler aussi de ta famille qui s'est agrandie dernièrement. Comment tu Ben vis ouais. cette arrivée donc de bébé numéro 2. Alors, plusieurs sujets de discussion qui seront au courant de cette discussion. Évidemment, ben, les gens, je pense que tu n'as pas vraiment besoin de présentation. Tout le monde te connaît bien, particulièrement les amateurs d'arts martiaux mixtes, aussi les amateurs à RDS, soit dit en passant, qui adorent ton travail. Moi, j'ai plein de gens qui trippent sur le UFC et qui me parlent souvent, Ah justement, ben, tant qui aiment mieux. beaucoup ton travail. Ben, avant de mettre la table, bon, pour cette discussion, mettons la table avec ce que tu as tenté de concocter, mon cher Greg, ce matin. Une expérience culinaire hors du commun, c'est ça? Ou ça ressemble Ben à quoi? écoute, C'est des crêpes ou des gaufres? ben Excuse. juste avant que je te conte ça, je fais juste entendre ta description, l'introduction que tu fais de Pat Côté, et je t'ai soufflé. Mhm. Donc, papa, un autre enfant, des livres, gym, si ça, télé, UFC Fighter, Hey, aussi aujourd'hui, c'est le jour du souvenir et j'étais un militaire aussi pendant quelques années, donc on Ah, mettre ça t'es Ah, par-dessus. ça y est. sérieux? Ouais. J'en prends note, on Pat, revient là-dessus. Ancien ben, militaire, regarde, ok, je savais pas, ça, c'est cool. la première question, Pat, est-ce que tu cuisines d'abord toi aussi? Est-ce que c'est est-ce que c'est un autre talent que Ben, t'as? oui, mais je suis pas aventureux comme toi. Hein, avec tes expériences, moi, je suis plus basic. Moi, je garde ça simple pour être sûr de réussir mes affaires. Bon, c'est bon, ça, tu veux. Ben, déjà là, tu as volé le punch. Écoute, c'est ça, Val, j'ai essayé. Tu veux, tu sais, ça fait plusieurs mois maintenant qu'on est en confinement. Puis la fameuse omelette au fromage, je commence à en avoir un peu Ah ouais. plein le dos, tu sais. Donc, j'ai réalisé qu'on avait une gaufrière ici à la maison. Puis je me suis dit, je vais essayer ça, de faire des gaufres aux protéines. Puis ma question, c'était pourquoi j'essaie toujours d'avoir l'air plus fin que les personnes qui écrivent les recettes? Tu sais, tu Ouais, mélanges le mais mix, puis là, tu te dis, ah, ça a l'air trop liquide. Ah non, j'ai pas besoin de cet ingrédient-là, je vais le changer pour ça. Et finalement, j'ai dû me taper tout ça, tout seul, manger tout ça. Et c'était absolument exécrable comme repas. Donc, les gens à la maison, si vous mais tu voulais avez... pas gaspiller. Mais non, il ne faut pas gaspiller, mais les gens à la maison, si vous essayez de faire des trucs, qu'il y a des recettes, donc recettes protéinées, il y en a des super bonnes, là, que ce soit des gaufres, que ce soit des crêpes, que ce soit n'importe quoi, des muffins, suivez la recette. C'est juste ça que j'ai à dire aujourd'hui parce que moi, à chaque fois que j'essaie de m'aventurer, ça finit toujours en gros désastre. Et encore une fois ce matin, mais je me décourage jamais. Mais mon cher Greg, tu sauras que c'est rare que c'est la première fois en fait, c'est quand on fait la première fois qu'on tente une recette que c'est là qu'on l'a le mieux finalement. C'est à force de le faire qu'on réalise vraiment qu'on l'ajuste à notre goût. Donc, je t'invite à la refaire à nouveau et à manger de Ouais? façon exécrable et possiblement Bon. un meilleur déjeuner que ce matin. Ben, je vais faire ça, puis quand je réussirai, je t'en amènerai un petit doggy bag en studio lorsqu'on aura le droit Tu pourras faire réchauffer ces gaufres aux protéines qui sont absolument C'est cool. fabuleux. C'est cool. Mais écoute, Pat, tu es là avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait, Ben, je c'est sais moi que qui tu vous as remercie. déjà été. Oui, tu as été sur le Fit Show, on t'a vu parce qu'évidemment, ben Mhm. moi et Greg aussi, là. Je l'ai gagné. Ben oui, c'est toi qui as J'ai gagné la gagné le ceinture. fit show. Eh oui, je Ouais. n'ai même pas ma ceinture encore, je l'attends encore. Oui, puis tu sais, tu parlais un petit peu aussi de ton mode de vie, de ton alimentation. Évidemment, ça fait partie, c'est aussi la raison pour laquelle la balado existe. On reçoit beaucoup d'invités qui nous expliquent un petit peu de quelle façon ils ont ajusté. Tu sais, un mode de vie, il faut que ça soit progressif. Des fois, ça fait peur aux gens. Toi qui es un ancien athlète, qu'est-ce qui a été le plus dur quand tu as pris ta retraite de passer d'athlète à quelqu'un qui était en forme? Ou tu sais, je sais qu'à un moment donné, on s'était parlé aussi, tu avais fait un triathlon, tu t'entraînais pour un triathlon, tu m'avais dit, moi, j'ai besoin d'un but pour m'entraîner parce que sinon, c'est trop difficile. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus, donc, le défi pour toi de post-carrière, finalement, au niveau physique? Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'être constant dans mon entraînement puis dans ma nutrition. Parce que quand j'étais un athlète professionnel, quand j'avais ma date de combat, c'est là que je tombais complètement à 100% à l'entraînement. Moi, je suis un gars qui est très intense, donc c'est tout ou pas en tout.
Donc, soit que je m'entraînais à 100% ou soit que je m'entraînais un petit peu, ben, je dérogeais de mon alimentation. Puis aussi, je tombais sobre 2 mois avant un combat aussi. Pour moi, c'était important. C'était pas une obligation, mais je n'étais pas mettre vraiment dans la mire du combat. Donc, quand je suis tombé à la retraite, je me suis retrouvé avec aucune date vraiment butoir pour me préparer, pour arriver prêt à compétitionner. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis c'est pour ça que je me suis pris des défis comme le triathlon aussi. Ça m'a donné comme une date. Je savais que cette date-là, il fallait que je sois prêt pour le triathlon. Donc, ça me motivait à tous les matins à me lever, puis à aller m'entraîner, puis à bien manger. Comment ça a été ton triathlon? Est-ce que tu as réussi à accomplir ce défi-là? Ou... Oui, je l'ai accompli, c'est le triathlon de Valleyfield. J'ai pris un triathlon qui était, entre guillemets, quand même assez facile sur le plat tout le long. Mais il reste que, non, je m'étais préparé très bien pour ça. Peut-être je ne me suis pas bien préparé, mais je me suis bien préparé. Ça veut dire que je n'ai pas fait de l'entraînement parfait pour être bon dans tout. Sauf que moi, je craignais beaucoup la natation. Ça a été super bien là-dessus. Mais moi, j'étais ancien militaire, j'ai couru toute ma vie. Puis la dernière partie, c'est la course, 10 km de course. J'ai vraiment eu de la difficulté à terminer parce que mon corps faisait mal. C'est des choses que, ça a été très, très difficile physiquement. Mais à un moment donné, la tête prend le dessus, puis le mental, si la tête suit, le corps va suivre. C'est ça qui m'a fait terminer le triathlon. Est-ce que pour là, toi, je vais c'était faire plus une difficile analogie. la fin? Oui, c'est ça. Ben, je pense qu'on allait faire la même analogie. Est-ce que c'était plus difficile la fin de ton triathlon ou quand tu étais dans l'octogone? C'est complètement deux choses différentes, hein, parce que dans l'octogone, c'est de l'explosion, c'est de la récupération très rapidement. Du côté du triathlon, c'est de la longue haleine, puis être capable de bien gérer tes énergies tout le long. Ça a été une bagarre physique. La différence, c'est que dans un combat, le mal, tu ne le sens pas. Tu vas le sentir après le combat parce qu'il y a tellement d'adrénaline. Au triathlon, tu vas le sentir tout le long. Fait qu'il faut que tu te battes avec cette douleur-là pendant tout le long, en tout cas pour ma part. Puis on s'entend que j'ai pas une shape de triathlète, là, c'était plus un défi personnel que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça, pour faire un petit bucket list accroché sur ma liste. Ben, c'est drôle de voir que... C'était d'ailleurs une de mes questions aujourd'hui, de savoir la douleur, comment vous la sentez, vous autres. Puis là, je te vois juste, boursoufler un petit peu l'œil ici, ensanglanté, tout ça. Puis là, tu me dis qu'un 10 km de course, c'est ça qui t'a fait mal. Je comprends, en fait, super bien. Puis là, j'essaie pas de comparer des pommes avec des oranges, mais je trouve ça absolument intéressant de voir que pour toi, c'est un défi mental de ressentir la douleur quand vous autres, vous êtes des combattants ultimes, là, en fait. Je veux dire, la douleur après un combat, ça doit être insupportable, là. C'est pas très le fun. Puis il y en a toujours qui disent on comprend pas comment ça vous voulez aller là, vous aimez ça vous faire frapper. On n'aime pas ça. Nous, on est très généreux, nous autres, les combattants. On aime plus donner qu'à recevoir. Là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas en recevoir. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas en recevoir. Mais puis honnêtement, puis le monde, ils sont de la difficulté à comprendre ça. Un coup de poing, un coup de coude, n'importe quoi, ça fait pas mal dans un combat. Tu vas le prendre ou tu vas tomber dans le cadre. Il y a des choses qui vont faire mal. Quand tu dis ça fait pas mal, c'est à cause de l'adrénaline? Oui, absolument. Puis, avec la force de l'entraînement aussi, ça ne veut pas dire que tu viens bouclier, mais tu apprends à rouler avec les coups, les choses comme ça. La chose qui fait extrêmement mal, par exemple, c'est un coup de pied dans les jambes. Je vais toujours dire la même chose. Un coup de pied dans les jambes, si quelqu'un te donne un bon coup de pied dans les jambes, là, c'est un peu comme quand tu joues à des jeux vidéo, tu as une barre de puissance quand tu joues à des jeux vidéo de combat. Là. Quand tu le frappes, là, ça descend, ça descend. Bon, mais les coups de pied dans les jambes, c'est exactement ça. Puis ça te gèle le corps pendant 5 minutes. Puis là, tu as besoin d'avoir un bon poker face pour être sûr que ton adversaire ne voit pas que tu as fait mal. Ben, je ne sais pas pour toi, Val, mais moi, je commence à être impressionné par les invités qu'on a sur le podcast. Le Pat Côté qui dit que ça fait pas mal être dans un octogone de UFC. Hugo Hull, il dit que ça fait pas mal le Tour de France. Moi, je sais pas, mais dans ce que j'ai compétitionné, là, ça faisait mal à tous les fois. Je comprends ce que tu veux dire, l'adrénaline, mais je pense aussi que les combattants, à un moment donné, vous avez tellement d'expérience, est-ce que ça se peut que vous apprenez aussi à vivre avec la douleur? Parce que de toute façon, des fois, l'entraînement, tu ne la vis jamais aussi forte, mais tu sais que ça fait partie de la game. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui monte à cheval, qui est habitué de tomber à un moment donné. C'est sûr que des fois, tu vas te faire mal, puis des fois, tu vas bien tomber, des fois, tu vas mal tomber. Ben, c'est un peu la même chose. Tu sais, des fois, à un moment donné, ton coup, comme tu vas bien le recevoir, puis des fois, c'est comme il t'a vraiment pincé à mauvaise place, comme on dit, là, tu sais.
Ben oui, tu as raison, Valérie, parce que la douleur d'un combat, je la connais. Donc, je suis habitué un peu de savoir c'est quoi cette douleur-là, comparativement à la douleur du triathlon, que cette douleur-là, c'était une douleur inconnue. Ça fait mal. Les deux, ça fait mal, mais c'est pas le même mal. La douleur d'un coup de poing que j'en reçois sur la mâchoire ou un coup de pied que j'en reçois dans les jambes, je la connais, je l'ai eu pendant tellement d'années. Donc, peut-être mon cerveau est capable de plus passer à travers ça rapidement qu'une douleur nouvelle que j'ai jamais connue. Là. Mais aussi, le triathlète se bat contre lui-même souvent, tu sais. Tandis que là, tu te bats contre quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est dur mentalement à un moment donné quand tu es à bout de souffle puis tu te dis, ben, dans le fond, pourquoi je me suis embarqué là-dedans? Tu sais, ça t'a mal partout. Fait que ça, c'est vraiment la force du mental, finalement, qui embarque aussi dans cette espèce de game-là. Super intéressant. Honnêtement, il n'y a aucun combattant qui va dire que c'est jamais dit à un moment donné, dans le combat ou dans la marche vers l'octogone, qu'est-ce que je fais ici? On s'est toujours dit ça à un moment donné. On s'est toujours dit ça à un moment donné, soit dans le combat ou soit dans la marche, soit dans le vestiaire. À un moment donné, tu réalises que c'est bon, là, je m'en vais pas cueillir des fraises, moi, là, je m'en vais dans une cage me trapper sa gueule. À un moment donné, tu réalises ça. Exact. À un moment donné, tu réalises ça, mais on gère la pression puis on gère toutes ces émotions-là de différentes façons, chaque athlète. Moi, c'était plus avant de partir vers l'aréna ou vers le casino ou vers la place où je me battais. Juste avant de partir, là, je tombais un petit peu anxieux, je tombais un petit peu nerveux, mais rendu là dans mon vestiaire, c'était mon happy place. J'étais content d'être là. Tantôt, tu parlais, Valérie, dans l'entraînement, peut-être l'entraînement est moins dur que le combat. Ben, dans les arts martiaux mixtes, je ne peux pas comparer avec les autres sports, mais les arts martiaux mixtes, c'est complètement le contraire. Les entraînements sont 10 fois plus durs que le combat, justement parce qu'on veut que le combat soit plus facile. Donc, on pousse tellement la machine dans les entraînements. On pousse l'endurance. Oui. Puis c'est pour ça que tu vas voir des combattants qui vont se blesser 95% du temps, des blessures sérieuses, ça va se passer à l'entraînement et non pas dans un combat. Tu sais, je veux dire, tu vas te faire ouvrir un œil. Visuellement, ça a l'air grave, mais 2 semaines après, c'est guéri. Là. Sauf qu'en entraînement, quand tu te déchires un ligament croisé antérieur, quand tu défais une vertèbre, tu te casses une côte, bien ça prend bien plus de temps à réparer. Puis à cause dans l'entraînement, à un moment donné, tu pousses la machine, puis là, tu es fatigué, puis là, il faut que tu prennes du temps pour te reposer. Puis ça, c'est très sous-estimé, le temps de repos en entraînement des athlètes, moi, je trouve. Il faut que tu laisses ton corps reposer à un moment donné parce que c'est sûr que tu vas te blesser. Ben, en arts martiaux mixtes, les blessures sérieuses se passent quasiment tout le temps dans les entraînements. C'est intéressant ça, mais tu sais, toi, tu disais, moi, quand je suis rendue dans le vestiaire, c'est là que j'étais bien et tout ça. Mais parlons un petit peu aussi de la coupe de poids. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Pour certaines personnes ont beaucoup plus de facilité que d'autres. Toi, comment tu le vivais, ça? Parce que souvent, vous perdez beaucoup d'énergie. Les boxeurs aussi, là, c'est le même problème aussi. Écoute, on coupe les 48 à 72 heures avant. On suce des glaçons. Moi, je me rappelle Jean-Pascal, que je connais bien, qui suçait des glaçons parce qu'il avait faim, mais qu'il ne pouvait pas manger. Puis là, tu sais, il venait de mauvaise humeur. Puis, tu sais, c'est normal. C'est compréhensible. Toi, comment tu le vivais, ça? Ceux qui me connaissent savent très bien mon opinion sur la coupe de poids. Ceux qui manquent le poids aussi à la pesée, c'est très difficile, c'est très drastique la coupe de poids. Moi, j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup de poids parce que j'étais capable de le faire. Jean-François Gaudreau et moi, on avait établi un système pour être sûr et certain d'arriver au bon poids et d'être capable de se réhydrater après, parce que c'est un autre processus, ça, se réhydrater aussi. C'est de la science. Faut que tu fasses ça avec du monde qui sache qu'est-ce qu'ils font. Tu peux pas t'improviser un expert en coupe de poids parce que tu peux mourir. C'est extrêmement dangereux. Moi, je coupais 20 à 22 livres en 18 heures. Tout le monde va dire « c'est débile ». C'est vrai, moi, j'étais quelqu'un qui coupait énormément de poids, mais je savais que c'était quoi. Tantôt, tu disais, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. La difficulté, c'est pas physique, c'est mental, parce que c'est un état d'inconfort incroyable, dégueulasse. Pour vrai, t'es inconfortable, tu viens irritable, t'es pas bien. T'as bien beau être le clown le plus drôle au monde, ta joke, elle sera jamais drôle si tu me la comptes après 10 livres de te couper, tu comprends? Fait faut que tu fasses avec du monde, faut que tu fasses ça avec du monde qui connaissent, du monde qui savent c'est quoi ce processus-là. Moi, je coupais le poids tout le temps avec les 3 mêmes personnes parce qu'ils savaient qu'après 10 minutes, tu sais, au début, on parle, après 10 minutes, je parle plus, c'est plus le temps de me parler. Donc là, ils savaient c'était quoi les étapes de la coupe de poids. Puis habituellement, ceux qui font pas le poids, c'est pas une question physique, c'est une question mentale. Ils vont casser mentalement parce que l'état d'inconfort est trop grand et ils sont plus capables de gérer ça.
On dirait que tu es comme dans une prison quand tu fais une perte de poids, puis tu es comme une prison, puis les murs, ils se referment tout le temps un peu plus sur toi, là, tu sais. Ah, t'avais le droit à ça, puis à un moment donné, hop, non, t'as même plus le droit de mettre de la moutarde jaune sur ton poulet. Puis là, t'as plus le droit de se faire, à un moment donné, à tes dernières heures, t'as plus le droit de boire de l'eau, t'as plus le droit de rien. Donc, c'est vraiment excessivement difficile. Mais d'où l'importance de faire ça avec du monde compétent, qui savent ce qu'ils font. Parce qu'à un moment donné, moi, quand ça fait 12, 15 livres que j'ai coupé, c'est plus à moi à penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là. Donc, il y a du monde qui me guide. Jean-François, il me guidait. J'avais mon entraîneur, Fabio Landa. J'avais mon kinésiologue, mon massothérapeute qui était là parce que, je veux dire, après 15, 17 livres que tu coupes, tu crampes. Là. Fait que tu as besoin de quelqu'un qui va te masser. Tu sais, et ça, c'est très sous-estimé. Mais après ça, il faut que tu te réhydrates aussi. Le monde va dire, ouais, mais tu dois être fatigué après. Ben, c'est parce qu'il y a une façon de se réhydrater aussi. Tu ne peux pas aller caler un 2 litres d'eau frette après ça. Tu vas faire tu vas te jammer à terre. Puis... Exact. Mais tu peux te noyer aussi. Tu peux faire éclater tes cellules après. Fait, ça, c'est des connaissannes que les athlètes qui font des coupes de poids, il faut qu'ils aillent. Mais il n'y en a pas assez qui font ça. Il n'y en a pas assez qui... tu sais, il y en a qui vont dire moi, je ne veux pas dépenser pour un nutritionniste, je ne veux pas dépenser. C'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Si tu es un athlète professionnel, il faut t'investir là-dedans parce que ça va te revenir à un moment donné. Mais d'ailleurs, aussi puis le corps humain ne reprend pas comme ça non plus. Là. Si tu veux recommencer à rentrer l'eau, là, c'est pas bon, OK, j'ai fait la pesée, je m'en vais en arrière puis je me clenche 1,5 litre d'eau. Là. C'est pas comme ça fonctionne. Le système digestif, donc ça prend un procédé excessivement rigoureux pour reprendre ce poids-là et cette énergie de la bonne façon également. Là. Mais Pat, aussi, je voulais dire que je me rappelle très bien aussi que Ben Baudouin avait fait un super reportage. Je pense même que c'était sur 2 ou 3 reportages avec JF Gaudreau. Quand JF te suivait dans ta chambre d'hôtel, moi, je me rappelle de toi, je pense que tu étais dans un bain de glace ou je sais pas trop. Mais je me rappelle que c'était super intéressant sur la coupe de poids, justement, les dangers pour la santé de la coupe de poids et à quel point ça doit être accompagné de façon professionnelle. Je tenterai de le retrouver sur la RDS.ca, ce reportage-là, puis je pourrais le mettre en lien, donc, dans le texte de cette balado-là. Parce que si vous êtes maniaque d'arts martiaux mixtes, je me rappelle que c'était vraiment très bien expliqué. Puis tu avais eu la gentillesse aussi d'ouvrir ta porte parce que j'imagine que ce n'est pas tous les combattants qui acceptent de faire ça avant un combat. Là. Honnêtement, moi, j'ai fait ça parce qu'on s'est souvent fait accuser, Jean-François et moi, qu'on était pour les coupes de poids. Absolument pas. S'il y a quelqu'un qui vient me voir puis il va me dire « Hey, est-ce que tu penses que je devrais me déshydrater de 15 livres pour faire la pesée? » Absolument pas. Tu sais, c'est un choix personnel. Mais si tu fais ce choix-là, ben, faut que tu t'arranges pour le faire comme il faut. Mais il n'y a personne qui vous force à te battre dans une catégorie de poids plus haute ou plus basse. C'est ton choix personnel. Moi, j'ai décidé de me battre à 170 à la fin de ma carrière. Ça a prolongé ma carrière de 5 ans, mais il fallait que je fasse les sacrifices nécessaires. Puis en disant à tout le monde, puis en critiquant le monde qui manquait la coupe de poids, qui manquait le poids, on dirait que le monde trouvait que « Hey, tout est pour les coupes de poids, c'est dangereux, le monde qui meurt là de ça. » Puis je disais hey, « Attends un petit peu, là, c'est pas ça pantoute. Je vais vous expliquer comment, c'est quoi la coupe de poids. » Puis ça a été mon initiative. Je dis « Regarde, on va me suivre. Mon dernier combat que j'avais fait à Buffalo, on va suivre toute la coupe de poids que j'ai faite. J'ai donné les images à Ben Baudouin, puis il a fait un reportage extraordinaire, comme tu l'as mentionné. Mais au moins, là-dessus, tu comprends c'est quoi le processus, la difficulté de le faire. Puis on voit que je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça fait partie de la job. Fait que si tu veux le faire, ben fais-le donc comme il faut. T'sais. D'ailleurs, JF Gaudreau suit Marie-Ève Dicker qui, elle, ne fait jamais de perte de poids. Donc, elle, à l'année, elle se maintient, on appelle ça là, dans le langage walk-around. Là. Elle walk-around à son poids où est-ce qu'elle se bat. Donc, pour ceux qui disent que JF serait pour les pertes de poids nécessairement, un bon exemple, c'est que c'est la championne du monde, puis elle n'en fait jamais. Elle doit perdre à peu près 2-3 livres avant un combat ou quelque chose comme ça. Ça se peut que les données soient erronées. Là. Écrivez-moi pas des messages pour me dire que finalement, c'est 5-6 livres. Mais bref, ça pour dire que c'est une mini perte de poids là-dedans. Tu as mentionné quelque chose, Pat, tantôt, puis j'aimerais ça t'en parler. Tu disais, ce moment-là, avant la compétition, avant ton combat, où est-ce que un combattant se dit « Qu'est-ce qu'on fait ici? Là? On s'en vient pas cueillir des fraises, puis tu sais que ça va faire mal, tu sais dans quel état tu vas mettre ton corps, dans quel état tu l'as déjà mis, d'ailleurs, là, si tu es rendu au combat. Est-ce que ça te manque un petit peu, ça? Parce que c'est l'aspect de compétition, souvent. Je pense que n'importe qui, j'écoutais des reportages qui disaient Michael Kingsbury avant sa descente de la médaille d'or. Là, il était en haut de la montagne, puis justement, on avait reçu JF Ménard qui nous en parlait, là, son psychologue sportif, qui disait il fallait vraiment qu'il se mette Lui aussi, il se disait la même chose. Là, je veux dire, il y a 30 secondes qui le séparent de la médaille d'or. Il y a cette pression-là.
il y a toujours ce moment-là où est-ce qu'un athlète veut se retirer peut-être, où est-ce qu'il se dit, OK, là c'est le moment où est-ce que soit je reviens de bord ou je le fais. Puis finalement, quand c'est 3-2-1 go, qu'on entend la cloche ou quoi que ce soit, on dirait que tout ça s'efface au complet. Et là, on part, on oublie le reste. Puis c'est là que, en tout cas, moi c'était mes moments préférés en compétition. Est-ce que ça te manque, ça? Absolument. Puis c'est la raison première pourquoi il y a des athlètes qui ressortent de la retraite puis qui reviennent à la compétition. On va aller rechercher ce feeling-là. Parce que normalement, là, d'habitude, les athlètes qui sortent de la retraite pour revenir, ils ne s'ennuient pas du sport. T'sais, si tu veux faire du sport, tu vas aller au gym, il va s'ennuyer de toutes ces sensations-là que tu n'es pas capable de recréer dans la vie de tous les jours. T'sais, je veux dire, moi, le marcher vers l'octogone devant 20 000 personnes au Centre Bell qui crient mon nom, qui font des chansons, je ne peux pas retrouver ça nulle part à part l'avoir vécu. Puis, avec ta fameuse chanson de Predator, là? Oui, exact. Mais écoute, c'est des sentiments comme ça qui ne sera jamais capable d'aller rechercher. C'est comme quand tu sautes en parachute. Tu as bien beau l'expliquer, c'est quoi le cœur qui tresse dans les airs. Si tu ne l'as jamais fait, tu ne pourras jamais savoir c'est quoi. Puis, tu sais, moi, dans ma carrière, j'ai amené des amis dans mon coin parce que j'avais droit à 3 hommes de coin. Je n'ai pas besoin de 3 hommes de coin, mais le troisième, souvent, j'ai amené un de mes amis qui n'a pas rapport, juste pour qu'il vive c'est quoi. Comme ça, quand je parle de ça au monde, au moins, j'ai quelqu'un qui comprend c'est quoi et qui est capable de l'expliquer aussi avec moi. Puis, mon dernier combat que j'ai fait, c'était mon dernier combat. Je le savais, gagne ou pas, c'était mon dernier combat. Puis, je ne l'ai pas dit à personne parce que, justement, ces moments-là, la dernière coupe de poids, la dernière Fight Week, la dernière marche vers l'octogone, la dernière fois que Bruce Buffer crie mon nom, je voulais que ça soit à moi ces moments-là. Je ne voulais pas les partager avec personne. Je voulais que personne partage ces moments-là avec moi quand je savais que c'était la dernière fois. Puis, est-ce que je m'ennuie de ça? Je vais toujours m'ennuyer de ça. Toute ma vie, je vais m'ennuyer de ça, mais je me dis, je les ai vécus. Est-ce que ça vaut la peine de revenir pour revivre ça? Absolument pas, parce que, tu sais, je veux dire, c'est mon sport et c'est un sport qui est quand même assez dangereux. Là, c'est difficile, oui. C'est difficile, mais écoute, et que dire de ta maman dans tout ça? Tu sais, moi, là, mon cœur de maman, là, que je vois mon petit gars, là, bon, là, il s'amuse, il fait tout le temps des combats avec papa, puis il adore le pire, tu sais, faire des genres de combats de lutte corps à corps, il adore ça, c'est comme dans son instinct, tu sais. Là, je me dis, hey, quand tu vois que c'est ton gars le samedi soir, puis là, tu regardes le UFC, puis tu te dis, hey, ton cœur de maman, mais ta mère, elle te disait quoi? Est-ce qu'elle regardait tes combats? Ça a pris du temps. On peut le voir dans le documentaire Le Combattant que Pixcom a fait sur moi, un documentaire biographique qui est extraordinaire. Oui. Ma mère est là-dedans, puis elle en parle justement. Puis, tu sais, quand j'ai dit que j'allais faire ça, c'est sûr que, tu sais, son premier choix de vie, pour moi, c'était pas combattant. Pour comprendre, c'était docteur. Mais... le contraire. Le gars qui va mourir après le combat. C'est ça. Sauf que ça y a pris, je pense, 7-8 ans avant de regarder un combat en direct. Après ça, que je perds ou gagne, j'étais capable de regarder le combat après, mais ça a pris 7 ans avant qu'elle soit capable de regarder. Puis à un moment donné, elle a compris pourquoi je faisais ça. Elle a compris que j'avais du succès puis que j'aimais ce sport-là. C'était ma passion qui est devenue mon travail. Donc, tu sais, je gagnais bien ma vie avec ça. Puis elle voyait que, OK, c'était plus juste de la boucherie, là. Tu sais, c'était rendu un sport qui était compréhensible. C'était un sport qui était. Au début, c'était moins encadré. Quand tu as commencé, c'était moins encadré dans le temps de Dave Loiseau et tout ça. Là, c'est beaucoup plus. Ça a été avec les années beaucoup plus encadré, oui. Oui, absolument. Puis là, à un moment donné, elle a commencé à s'intéresser un peu plus à ça. Puis là, elle allait à Cage au Sport, regarder mes combats, puis elle criait après le monde qui criait contre moi. Fait que, tu vois, ça a changé assez rapidement. Excellent. Un coup qu'elle s'est intéressée à ça, mais oui, ça a pris du temps, mais c'est sûr que, écoute, tu sais, veut pas, c'est pas le premier choix d'une maman que son garçon fasse ça, tu sais, honnêtement. Non, mais en même temps, si elle voit que tu avais du succès puis que tu es heureux là-dedans, puis tout ça, je veux dire, c'est peut-être aussi ça le premier choix d'une mère, là, de voir son fils heureux et connaître du succès, là, tu sais. C'est pour ça qu'elle m'a laissé aller là-dedans, tu sais. Là, tu es rendu papa x2. Donc, tu avais déjà une magnifique petite fille. Tu as maintenant ton garçon. Partage-nous cette nouvelle vie de famille. Comment ça va de ce côté-là avec bébé numéro 2? Ah, ça va super bien. Écoute, mon petit gars qui a 2 mois, là, un petit peu plus que 2 mois. Mon petit gars Auguste Côté. Écoute, ça va bien. Ma petite fille, elle a 4 ans. Elle est une grande sœur parfaite. Elle l'adore. Elle l'aime trop même. Là, elle a voulu le prendre puis s'en aller avec. On est en dessous. Puis on a dit, tu vas l'échapper. Mais écoute, on l'a bien préparé aussi. Puis tu sais, moi, j'ai pris ma retraite vraiment à cause de ma fille. Ça a été vraiment le point final
quand ma fille est née, j'ai fait un combat après, puis je me suis dit, non, OK, c'est terminé. Moi, je veux garder ma tête en santé le plus longtemps possible pour être avec ma famille, avec mes enfants. Puis aussi, mes 2 derniers combats, je m'étais fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années. Je me suis fait plier les genoux. Moi, je ne me suis jamais fait knocker dans toute ma vie. Puis, il n'y a pas d'image de moi qui est à terre, knock-out, en convulsion. Ça n'existe pas, ces images-là. Fait qu'avant que ça arrive, j'ai arrêté parce qu'elle veut pas. Là, ma fille, là, mais qu'elle ait 7-8 ans, là, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant. Puis, elle va aller voir sur Internet des images comme ça n'existe pas. Pour moi, c'était super important qu'elle ne voit jamais ça. Intéressant. Ça a été comme un point tournant, finalement. Ouais. Ben oui, parce que des gars comme toi, on va dire au Québec, parce qu'on a ces 2 modèles-là ici au Québec, mais dans le sport en tant que tel, des gars comme toi, des gars comme Georges Saint-Pierre également, je pense que vous êtes les porte-flambeaux d'une nouvelle génération de combattants, des gars, là, je veux pas généraliser, mais des gars avec une tête ses épaules. Là, tu nous parles, je veux dire, tu es un gars qui a bâti son après-carrière, tu as du succès également. Georges aussi, les deux, vous avez la santé, d'aussi loin que je puisse le savoir. Donc, est-ce que vous militez, je veux dire, en arrière je veux dire, behind the scenes, est-ce que vous militez pour dire aux gars qui sont professionnels en ce moment pour leur dire, hey les gars, c'est un autre combat, ça vaut peut-être pas la peine nécessairement. Justement, préparez vos après-carrières, faites attention à vous, là. Ben absolument, parce que ça peut se finir demain matin. T'sais, nous, dans les arts martiaux mixtes, il n'y a pas d'union qui protège les combattants. Comme les joueurs de la Ligue nationale, qui est une association des joueurs, nous autres, il n'y a rien qui protège les combattants. Tu n'as pas d'assurance-emploi non plus. Tu es un travailleur autonome. Fait, si tu te blesses dans un entraînement, même si tu es dû pour te battre dans 2 semaines, tu ne seras pas payé. Tu es payé pour te battre. Donc, je veux dire, c'est ça aussi. Puis, si tu compares aux autres sports professionnels, que l'UFC, le Bellator est supposé d'être la Ligue nationale de hockey des combats, on est loin des mêmes salaires, tu comprends? Fait que, il faut que tu sois assez intelligent pour bâtir ton réseau autour de ça. Les 3 lettres UFC sont extrêmement puissantes et très monnayables. Quand tu as quand même assez d'imagination puis tu vois les opportunités. Quand tu es un UFC fighter, ça impressionne. Que tu te battes en main event, que tu te battes la sous-carte, tu es un combattant de l'UFC, oh, OK, tout le monde connaît ces 3 lettres-là. Il faut que tu en profites aussi. Ouais. Puis pas juste à travers les autres combattants, les jeunes qui poussent, mais à travers la population en général. Tu sais, à un moment donné, j'ai essayé j'ai pas essayé, mais j'ai pensé tenter de me dissocier de ce sport-là pour faire d'autres choses. Tu sais, là, présentement, là, je m'en vais dans le jeu pour être acteur, je fais d'autres choses, puis je me suis dit, tu sais, si je reste tout le temps dans ce modèle-là d'ancien athlète, peut-être ça va me fermer des portes. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, tu sais, ce sport-là, je l'ai gravé d'en face, tu sais, pas parce à cause des cicatrices, mais, tu sais, je l'ai tatoué sur le corps. Donc, je me suis dit, je vais en profiter encore plus. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça que j'ai écrit un livre sur les arts martiaux mixtes pour que le monde, faire l'éducation de le monde. Parce que c'est correct de ne pas aimer ce sport-là, puis c'est correct. Mais si tu comprends pourquoi tu l'aimes pas, ce sport-là, ben c'est encore mieux. Tu sais, puis ce livre-là, je l'ai écrit, non pas pour faire... Tu sais, j'essaie pas de te convaincre d'aimer ce sport-là, mais au moins, tu vas avoir plus de respect envers les athlètes qui le pratiquent. Puis c'est plus vrai que c'est un gars de hockey face à un portier qui est capable d'avoir du succès là-dedans. Là. C'est des athlètes qui s'entraînent aussi fort que des athlètes olympiques pour te rendre au niveau élite. Puis c'est la raison majeure pourquoi j'ai décidé de faire une bible d'informations comme ça sur les arts martiaux mixtes. Ben c'est ça. Donc, c'est dans l'Octogone. On l'a vu, là. Donc, le nom, si jamais les gens le recherchent, c'est dans l'Octogone. Mais ça, c'est ton 2e ouvrage parce que tu avais écrit aussi en 2006. Ouais. En fait, tu avais publié, du moins, Tout est possible, qui est un livre, je pense, qui est beaucoup plus, qui est un peu plus philosophique, là, dans le sens que il n'y a pas de limite à nos réalisations quand on le veut vraiment. Pourquoi avoir divergé quand même beaucoup d'un sujet à l'autre? Pourquoi c'est important maintenant pour toi de créer cette Bible-là des arts martiaux mixtes versus Tout est possible? Je ris parce que tu as dit que tu as écrit 2 livres. Là. J'ai fait 2 livres, mais j'ai jamais tenu un crayon, en tout cas.
Ben, c'est mes propos. Puis le premier livre, c'était plus un livre sur la motivation et la résilience qui expliquait mon parcours personnel et professionnel, comment j'ai réussi à revenir au sommet avec une carrière et une vie en montagne russe. Puis je me sers de ce livre-là pour mes conférences que je fais à travers le Québec aussi sur la motivation et la résilience. Le deuxième livre, c'était plus un ouvrage sur le sport parce que je trouvais que il y en a qui disent « Ah ouais, mais c'est un sport qui est nouveau encore. » C'est pas vrai. Là. À un moment donné, il va falloir arrêter de dire que c'est un sport qui est nouveau. C'est sûr que ça n'a pas 200 ans, mais il reste que il y a beaucoup d'histoires dans ce livre-là, dans ce sport-là. Donc, puis encore aujourd'hui, quand on parle des arts... il y en a qui appellent encore ça des combats extrêmes, des combats ultimes. Il y a un nom pour ce sport-là, c'est les arts martiaux mixtes. Donc, maintenant, il faut être capable de comprendre c'est quoi ça, et non pas juste regarder deux gars d'une cage qui se tapent sa gueule. Fait que c'est pour ça aussi que moi, je tente d'éduquer le monde sur ce sport-là pour qu'il y ait le respect envers les athlètes qui le pratiquent. Moi, c'est super important. Aujourd'hui, tu vois, tous les combattants se rendent ou presque en conférence de presse, en habillés propres. Ils essaient de donner une belle image au sport, qui est un sport qui est ultra violent. Ça, c'est correct, je le comprends. Mais la violence que tu fais dans un sport est relative à ce que tu veux. Moi, je trouve ça bien moins violent. Deux gars dans une cage qui se tapent dessus, qui sont entraînés, qui savent ce qu'ils font, qui sont volontaires pour être là, qu'un cross-check blindside dans le dos au hockey dans la bande. Ça, je trouve ça violent. Tu comprends? Parce que le but au hockey, c'est de mettre la puck dans le net. Le but dans un combat, c'est sûr que tu vas te frapper. Tu comprends? Mais ça m'appartient, ça, ma relation avec la violence à travers les sports. Mais j'essaie de l'expliquer, d'adoucir un peu l'image de ce sport-là qui est, je le cache pas, très, très, très violent. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu dis ça, c'est comme exemple. Puis il y a quelques années, j'étais aux Jeux du Canada à Halifax et j'ai eu la chance de déjeuner avec Jean-Paul Chartrand, mais senior, donc le papa de ton collègue. Et on comparait justement la boxe versus les arts martiaux mixtes. Ça fait quand même quelques années de ça. Et Jean-Paul Chartrand me disait, oui, mais à la boxe, ils ont beaucoup plus de coups à la tête. Le sport est beaucoup plus dangereux à la limite que le combat ultime parce que le combat ultime, les coups sont sur tout le corps. Tandis qu'à la boxe, c'est toujours à la tête. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi aussi? Absolument. Moi, je suis un gars qui vient de la boxe, donc c'est sûr, je ne parlerai jamais contre la boxe, mais les faits sont là. Je veux dire, it is what it is, il est quoi à la tête. Mais ce qui est le plus dangereux, tout sport confondu, c'est le compte de 8. Le compte de 8 à la boxe, ça, je veux dire, quand tu as un combattant qui se fait sonner, il se met un genou à terre, puis là, il se relève. Je veux dire, c'est des combattants, c'est des athlètes. Là, c'est l'instinct de survie qui embarque. Ils vont lever les mains, ils savent c'est quoi le processus, puis ils vont continuer. Puis tu vas avoir 2-3 comptes de 8 dans un même combat. Tu es déjà commotionné, puis tu te refais frapper sa tête. Mais le monde trouve que ça a l'air plus sauvage, plus barbare, plus violent. En arts martiaux mixtes, tu vas sonner le gars, tu vas sauter dessus pour le terminer. Là, le monde dit « Ah, mais c'est sauvage, c'est barbare. » Mais c'est beaucoup plus sécuritaire parce qu'aussitôt que le combattant se défend peu intelligemment, c'est terminé. Donc, il ne recevra pas. Ça peut arriver quelques fois quand l'arbitre l'échappe, mais c'est très, très rare maintenant qu'il reçoit des coups à la tête qui ne sont pas nécessaires. Donc, si tu es déjà ébranlé et tu n'es plus capable de te défendre intelligemment, le combat arrête. Comparativement au compte de 8, que tu mets un genou à terre, tu es déjà commotionné, tu te relèves, tu n'es pas tout là, mais on s'en fout. Tu mets tes mains devant toi, l'arbitre dit « OK, let's go ». Ça, c'est très, très, très dangereux, le compte de 8. Mais justement, on ne serait pas temps maintenant, en 2020, presque en 2021, de commencer à changer peut-être les mœurs et coutumes de ce sport-là. Justement, moi, je m'explique mal qu'on ne change pas les règles quand on parle des coups à la tête dans à peu près n'importe quel sport. On voit d'ailleurs les dommages que ça peut faire sur des vétérans à la boxe. Là. Je ne parle pas des arts martiaux mixtes, mais bien la boxe. Puis là, tu n'étais pas obligé de répondre à la question, mais justement, de dire si l'arbitre constate que le combattant ou la combattante n'est plus capable de se défendre adéquatement, on voit bien qu'il y a des symptômes sévères d'une commotion. On peut-tu arrêter ça, le compte de 8, mettons? On dirait, bon, ça fait 2 fois qu'à mal genou ou qu'il met le genou, on voit qu'on fait des pas de danse non voulus. Qu'est-ce que tu en penses de changer les règles de ce sport-là? Je pense, écoute, je pense qu'il y a certaines fédérations qui n'en ont pas de compte de 8 ou il n'y a pas de compte de 8 debout. Il faut que tu mettes un genou au sol. Donc, des fois, ça peut être un peu plus sécuritaire. Je pense que c'est dans IBF, WBO, des choses comme ça. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je suis pas mal sûr qu'il y a ça. La raison
Adonis Stevenson, c'est pour ça aussi que le combat il a été arrêté. Il n'y a pas eu de compte parce qu'il fallait qu'il mette un genou au sol. Il n'y avait pas de compte de 8 debout. Donc, je ne me souviens pas c'était quoi, WBO, mais peu importe. Mais il reste que, tu sais, l'affaire, c'est que si on commence ça avec la boxe, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec le football? Avec les joueurs de ligne qui se rendent casse à casse à tous les coups, à tous les jeux. Tu sais, je pense que ça vient avec l'éducation du sport et avec les athlètes qui le font aussi. Je vais donner un exemple là-dessus. Moi, 1 an après que j'ai pris ma retraite, je suis allé voir un neurologue pour voir si j'avais des symptômes de commotion cérébrale. Même si je ne me suis jamais fait knocker de ma vie, je trouvais que c'était important de savoir si ma santé était correcte. Puis, j'ai pas juste 15 ans de combat, j'ai 15 ans d'entraînement. Donc, j'ai pas juste 37 combats dans ma vie. Là. J'ai 15 ans d'entraînement avec les sparring. J'ai beaucoup plus que 37 combats de coups de poing sur la tête, tu comprends? Fait que, ce qui fait que je suis allé vérifier avec un neurologue. On a fait des tests pour savoir si j'avais des symptômes de commotion. C'est correct. Donc, à tous les 3 ans, on va faire ça maintenant. Et j'ai demandé, j'ai dit, mais tu m'as vu assez rapidement, puis on est devenus des amis maintenant parce qu'on se parle souvent. Puis j'ai dit, tu m'as vu souvent, tu m'as vu rapidement, tu m'as fait un trou. Il dit, si tu savais, il dit à peu près 6% des athlètes qui font des sports de contact, pas de combat, de contact, que ce soit des joueurs de hockey, que ce soit de football, qui viennent vérifier s'ils ont des symptômes parce que soit ils ne veulent pas le savoir, soit ils ont peur de savoir. Je pense que aussi ça vient avec l'éducation des athlètes qui font un sport, un sport qui est violent, un sport qui est de contact, de prendre soin de leur santé pendant et après leur carrière aussi. Absolument. Ben, je sais qu'il y en a beaucoup, tu le sais, là, dans la salle de nouvelles, là, on côtoie beaucoup justement d'anciens athlètes qui ont eu ou qui ont aujourd'hui des séquelles de commotion cérébrale. Et là, je nommerai pas de nom, mais je sais qu'il y en a qui ont fait ces tests neurologiques-là, mais ils ne voulaient pas voir les résultats parce qu'ils disaient, moi, si c'est négatif, je n'ai pas envie de le savoir que je risque d'avoir de la démence ou de souffrir plus d'Alzheimer qu'un autre ou plus jeune. Ou, je sais que plusieurs sont craintifs justement à voir ces résultats-là parce que c'est un pensée bien. Est-ce que je veux le savoir, ce qui m'attend, si c'est négatif? T'sais? Toi, de ton côté, tu ne le voyais pas comme ça. Tu voyais, au contraire, je vais prévenir. Absolument. Moi, j'aimais bien mieux le savoir parce que maintenant, la médecine, où ce qu'elle est rendue, avec tout les recherches qui font post-trauma, les commotions cérébrales, il y a une façon de prévenir ça ou peut-être d'améliorer tes symptômes. Je veux dire, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas te guérir non plus. Donc, je trouve ça. Je ne peux pas juger parce que je ne suis pas dans leur soulier, puis je ne sais pas à quel point ils ont été hypothéqués avec leur commotion cérébrale, puis si ça a été dur, puis ils ne veulent pas retomber là-dedans. Je ne peux pas juger cette décision-là. Mais personnellement, moi, quand j'ai fait ces tests-là, j'avais 38, 39. Je dis, il me reste encore la moitié de ma vie, là, même plus que ça. Là. Fait que si je peux savoir que, OK, là, j'ai des problèmes au niveau des commotions, puis je suis capable de prendre ça ou de faire des tests juste de motricité pour motiver mon cerveau à régénérer des cellules, peu importe, je vais le faire. J'ai une famille, je veux être capable de courir avec mon petit gars, mais qui a 7-8 ans dehors, jouer au soccer avec, tu comprends? Pour moi, c'était ça l'important de savoir si j'avais des problèmes pour ça. Est-ce que tu reconnais est-ce que ça t'a permis aussi peut-être de reconnaître certains symptômes qui étaient peut-être dus à des anciennes commotions ou à des anciens coups à la tête, de dire, OK, c'est pour ça peut-être que certaines périodes de l'année, je sais pas, ou des fois quand j'ai pas assez dormi, j'ai mal à la tête, ou est-ce que ça t'a permis d'avancer et d'apprendre encore mieux finalement à te connaître par rapport à ça? Ben, oui, c'est drôle parce que je suis allé voir le neurologue en premier parce que je trouvais que ma mémoire à court terme, elle faisait défaut des fois. J'étais en train de faire un texte, puis genre, OK, il faut que j'aille nourrir le chien. Genre, je vais finir mon texte. Qu'est-ce que je voulais faire là? Puis là, ça revenait après 5 minutes. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille nourrir le chien. Tu sais, ça revenait souvent. Puis là, à un moment donné, j'étais OK. 15 fois par jour, puis je me suis jamais battu. Non, mais c'est ça. Et as-tu vu le diagnostic, justement, le diagnostic qu'il m'a donné? Il dit, regarde, tes tests sont beaux, il n'y a pas de problème. Pour vrai, c'est juste que c'est un manque d'intérêt. Tu t'en fous, dans le fond. Des affaires qui ne sont pas importantes pour toi, que c'est une mémoire sélective. Donc, tu t'en fous, que ce n'est pas super important. Fait que là, je me suis dit, OK, bon, au moins, c'est pas si grave que ça. Il faut juste que je me concentre un peu plus sur ce que je veux faire quand c'est le moment présent, c'est tout. Bon, c'est là que tu veux pas qu'il y ait trop de gens proches de toi qui écoutent ce podcast-là. C'est de l'écoute sélective.
Un neurologue va diagnostiquer avec de l'écoute sélective. C'est exactement. Ah, ben, hey, des fois, pour vrai, ma femme, on s'en va, on va une soirée quand on avait le droit de sortir. Puis le lendemain, ma femme, elle me disait, hey, tu te souviens-tu de Mario? Là, Mario, aucune idée, c'est qui? Le chandail brun, là, on y a parlé toute la soirée. Ça... Mario? Ouais, c'est pas, je m'en souvenais pas. C'est un nom fictif. Oui, je connais pas de Mario. Mais moi, c'est ça. Parole, je me souviens pas ce que j'allais dire. Mettons, j'allais dire, ah, là, Pat, j'allais te poser une question, puis là, je sais pas, je pense à d'autres choses, puis je m'en souviens plus. Donc, ça, ça m'arrive. Je pensais que tu allais dire, Val m'a coupé, fait que là, j'ai oublié. Non, mais si Val me coupe, c'est uniquement parce qu'on n'est pas ensemble en studio, puis qu'on peut pas se faire des signes de même. Habituellement, on peut se parler, mais là, pour les gens qui nous regardent dans la vidéo, si je continue à faire ça tout le temps, vous allez peut-être arrêter de nous regarder. Donc, non, mais ça arrive souvent que j'oublie des questions de même, mais c'est pas par manque d'intérêt, mais c'est peut-être bien parce que, je sais pas, il doit me manquer une case dans le cerveau quelque part. Mais je suis content de savoir que c'est pas des commotions cérébrales. Non, en tout cas, dans mon cas, ça ne l'est pas, en tout cas. Bon, ben c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Puis je pense que tu as une bonne philosophie, mais tu as l'air aussi d'un gars qui est très reconnaissant, hein, qui, par rapport à ta vie, par rapport à tout ce que tu as eu. Tu sais, je le vois, moi, je te suis sur les plateformes sociales. Bon, puis tu sais, je le vois souvent, tu publies des belles photos, mais aussi tes textes qui sont touchants, puis tu prends le temps de remercier les gens, de remercier la vie. Tu sais, on voit que tu apprécies ce que tu as au lieu de rêver à ce que tu n'as pas. Je pense que c'est important de le faire aussi. Est-ce que le côté spirituel, c'est quelque chose d'important pour toi, tu sais, spirituel, philosophie, dans le sens que voir les choses, tu sais, le verre d'eau plein, tu sais, on voit le soleil plutôt que l'ombre. Est-ce que c'est vraiment, dans le fond, ta façon de penser? Oui, ben c'est des belles phrases que tu as dit là. Je ne me compte pas tous les jours, mais tu sais, la façon. Mais... Je pense, non, je comprends ce que tu dis. C'est blague. Mais tu as raison, oui. Tu sais, moi, je m'arrange tout le temps que ma journée d'aujourd'hui soit meilleure que celle d'hier. Tu sais, je me lève le matin, puis c'est impossible que je brise ma journée pour une personne qui m'a fait chier ou une situation que je ne suis pas capable de contrôler. Moi, j'ai travaillé, on parlait des psychologues sportifs tantôt avec Michael Kingsbury. Oui. Puis j'ai travaillé avec une psychologue sportive qui m'a appris une phrase qui a changé ma vie complètement au niveau professionnel, mais au niveau personnel aussi. La phrase, c'est « contrôler le contrôlable ». Puis aujourd'hui, cette phrase-là, je l'utilise tellement bien que je suis sur le bord de le « je m'en foutisme » un peu. Parce que des fois, tu sais, moi, je me fâche jamais. C'est très, très rare que je me fâche parce que je trouve qu'il n'y a personne dans la vie qui mérite que je brise ma journée pour elle. Je trouve qu'il n'y a pas une situation dans la vie qui mérite que je passe une journée de merde. Donc, si je ne suis pas capable de gérer le problème, je ne suis pas capable de contrôler la situation, ben, it is what it is. Il va arriver d'autres choses, puis c'est comme ça. Mais ça n'a pas été facile, ça a été un travail. Mais des fois, cette phrase-là, si tu l'utilises vraiment au sommet, des fois, tu peux passer pour quelqu'un qui s'en fout complètement, mais c'est pas ça du tout. Puis tu parlais d'être reconnaissant. Choisis tes combats. Tu sais, quand on dit choisis tes combats, là, c'est exactement ça. Là. Tu parlais d'être reconnaissant aussi. Moi, je viens d'une famille quand même assez pauvre. J'ai été élevé par une mère monoparentale, puis on a vécu sous le seuil de la pauvreté pendant très longtemps. Puis encore une fois, dans le documentaire Pixcom, on en parle, puis on retourne dans les anciens appartements qu'on restait à Sherbrooke. Puis, c'est assez, en bon français, c'est assez miteux. Là, puis, donc, ce que j'ai eu aujourd'hui, je suis extrêmement fier de ce que j'ai aujourd'hui. J'ai aucunement honte de montrer ce que j'ai aujourd'hui, que ce soit de ma famille, que ce soit de ma vie qui est belle, que ce soit mes biens monétaires. Je suis zéro gêné de ça parce que j'ai travaillé pour ça. Mais il y a du monde qui m'ont aidé dans toute ma vie pour ça. Puis je pense que l'important, c'est de ne pas oublier d'où ce que tu viens, puis de ne pas oublier qui t'a aidé aussi. Puis souvent, quand tu t'atteins un certain niveau de bien-être ou un certain niveau je sais pas, de popularité même des fois, de confort, c'est pas de l'acquis. Puis moi, je sais que du jour au lendemain, moi, jamais j'aurais rêvé quand j'avais 10, 12 ans, 14 ans, de vivre dans une maison comme ça, d'avoir une vie que j'ai aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me dis, OK, je suis pas chanceux parce que j'ai travaillé pour, mais je suis reconnaissant envers le travail que j'ai fait, que le monde qui ont cru en moi aussi, puis ce que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde sont gênés de se donner du crédit à eux autres mêmes pour ce qu'ils ont travaillé. Puis dans mes conférences, c'est ça que je dis aussi. Tu sais, quand ça va mal, c'est de ta faute. Quand ça va bien, c'est merci la vie.
sais, à un moment donné, la vie, elle peut te donner le cancer demain matin aussi. Là. Fait que, tu sais, à la place de dire, ah, ce qui m'arrive, c'est, tu sais, de travailler pour. Puis moi, j'ai planté des graines toute ma vie, toute ma carrière, j'ai planté des graines un peu partout. Puis des fois, ma femme m'a dit, pourquoi tu parles à lui? Elle ne sait pas. À un moment donné, ça va revenir. Puis 5-6 ans après, ça revient. Fait que bouge beaucoup, je crois beaucoup à les relations publiques, je crois beaucoup aux relations personnelles, au contact humain, puis je crois beaucoup à la bonté humaine. Peut-être que je suis naïf un peu, mais je suis d'accord avec toi. À ça, puis je crois beaucoup à ce que tu attires, ce que tu dégages aussi. Il y en a beaucoup qui me demandent, toi, quand mettons, tu sors, il y en a-tu qui veulent t'essayer? Ben non, parce que j'attire pas ça. Tu sais, je ne rentre pas dans un bar, puis avec la tête de même, les bras gros de même, puis, hey, moi, j'ai fait du UFC. Là. J'attire pas ça. Fait qu'il n'y a personne qui veut se battre avec moi. Mais je pense que dans la vie, c'est la même chose. Si tu dégages des bonnes choses, il y a des bonnes choses qui vont t'en revenir. Il y a beaucoup de choses que tu dis, Pat, qui résonnent en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce qu'on vient d'à peu près le même milieu, élevé par des mères monoparentales, mais c'est absolument fantastique de t'entendre parler puis de découvrir ces valeurs-là chez toi. Puis écoute, continue de faire ce que tu fais parce que des modèles masculins comme ça dans la société au Québec ou dans la société même au monde, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Puis c'est un réel plaisir d'apprendre à te découvrir et de savoir qu'on a quelqu'un comme ça ici chez nous. Oui, je suis bien d'accord avec toi, moi aussi. Tu sais, quand tu disais les relations interpersonnelles, présentement, le confinement, la pandémie fait qu'on voit beaucoup moins les gens. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, Colin, on est rendu en 2020, là, tout le monde a son téléphone. Tu peux texter les gens, tu peux les appeler. Moi, il y en a beaucoup de collègues qui me manquent au travail. Bien, je me suis dit, Val, tu as juste à prendre le téléphone puis appeler. Fait que là, je me dis, à chaque semaine, j'appelle 2 personnes que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, juste parce que, en temps normal, je les aurais vues et j'aurais entretenu cette relation-là. Puis je me dis, ben, il me manque, puis j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles. Fait que c'est pas compliqué. Puis je vous fais le message aussi pour ceux qui nous écoutent. Des fois, ça peut tellement faire plaisir. Puis tu sais, les gens qui, des fois, qui ne vont pas bien, vont pas nécessairement le dire et t'appeler non plus. C'est quand toi, tu les appelles et tu vas vers eux, que des fois, d'avoir une oreille qui prend le temps de les écouter, ils l'apprécient vraiment. Puis de cette façon-là aussi, je pense qu'on peut bien entretenir nos relations puis faire en sorte qu'un jour, la vie est bien faite. C'est tout nous revient quand tu dis, hein, quand c'est de la bonté, c'est fondamentalement bon. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on a au fond du cœur. Ça vient du fond du cœur, ben, à un moment donné, la vie d'une façon ou d'une autre va nous le remettre. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Puis merci beaucoup aussi, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. C'était super le fun de t'avoir aujourd'hui. Puis de n'importe quand, n'importe quand, c'était vraiment cool. Écoute, on va partager ça de notre côté. On te tient au courant. Puis, bonne chance aussi dans tes futurs projets de carrière d'acteur. On a bien hâte de voir ça. Peut-être qu'on va s'en reparler dans un an ou deux, un autre balado sur ta nouvelle vie je sais pas, dans une série québécoise. Là, on ne sait jamais. On va appeler ça Pat de Hollywood Predator Côté. Je vais vous parler avec mon Gémeaux. Cool, bonne chance. Puis, merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une balado-diffusion avec Jeff Adler, le Québécois qui est arrivé 2e au jeu de CrossFit. Salut tout le monde, bonne journée!